Bonjour, bienvenue à tous. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce deuxième épisode de la série de webinaires sur la méthode TEIA. Ce deuxième épisode est consacré aux raisons de nos réactions. Donc, au programme aujourd'hui, nous allons voir une brève introduction. On va définir ce que sont les réactions d'abord, et puis ensuite, qu'est-ce qui occasionne ces réactions, et expliquer trois premiers concepts qui expliquent nos réactions, donc la culture, la confiance en soi et le style d'attachement. Et puis on terminera avec quelques questions-réponses traditionnelles. Alors, peut-être en introduction, rappelez que cette série de webinaires est consacrée à la méthode TEIA. Un épisode 0 a été fait, que vous retrouverez en description de cette vidéo, que vous pourrez retrouver sur YouTube, qui explique justement toute la genèse du projet et le parcours et qu'est-ce qui m'a amené à là. Alors moi-même, je m'appelle Vincent Maury, je suis passionné depuis des années de cette question sempiternelle, le pourquoi on est comme on est, qu'est-ce qui fait justement qu'on réagit comme on réagit, et qu'est-ce qui explique nos pensées, qu'est-ce qui explique nos comportements, qu'est-ce qui génère nos émotions. Donc tout ce pourquoi m'a obsédé des années et m'a conduit jusqu'à écrire un livre consacré à ce sujet, la méthode TEIA, qui est aujourd'hui publié, que vous trouverez sur Amazon et en librairie. Et la saison 1 des webinaires couvre la première partie du livre. Alors voici un découpage, sans doute qui va un petit peu bouger, puisque par exemple le 5e chapitre sur les blessures va être un petit peu long, je ne pense pas qu'il tienne en un seul webinaire, mais nous sommes actuellement au 2e épisode, les raisons de nos réactions. Si vous avez manqué le premier sur les tests de personnalité, je vous partagerai le lien vers cette vidéo en description. Alors, on va d'abord distinguer deux types de réactions, pour commencer par là, puisqu'on parle des raisons de nos réactions, donc on va commencer par comprendre ce que j'entends par réaction. Le premier type de réaction sont les réactions qui sont tournées vers soi, c'est-à-dire vraiment intériorisées, internalisées. Ce sont des réactions qu'on ressent en soi. Alors, ça peut être évidemment du stress qu'on va ressentir, qui peut se manifester même biologiquement, enfin corporellement. On va pouvoir sentir peut-être une tension dans le corps, des blocages articulaires, peut-être certaines douleurs parfois. Je me souviens avoir fait des sciatiques à un moment de ma vie où j'étais particulièrement tendu, donc ça peut se manifester comme ça. Le stress peut aussi occasionner des déficits immunitaires et qui sont la porte ouverte à des maladies. Alors, sans les nommer toutes, hein, mais on pense naturellement au cancer en premier lieu et à d'autres qui donc sont pas forcément directement liées au stress. Évidemment, ces maladies sont plurifactorielles, donc on a beaucoup de composantes qui malheureusement mènent aux maladies, mais le stress est un des facteurs qui a une incidence forte. Donc toutes ces réactions sont internes, par opposition à des réactions externes, des réactions qui sont visibles par les autres, donc qui tiennent plus du comportement, qui sont observables par l'extérieur, qui se voient manifestement. Donc l'une d'entre elles, ça va être la communication, si on exprime de la colère, si on pleure, enfin voilà, tout ce qui est extériorisé va être visible par un tiers. Ça peut être également au niveau de l'alimentation. On peut trouver des troubles alimentaires qui peuvent être aussi assez explicites. Et puis des addictions, naturellement, on pense à l'alcool et aux autres addictions qui peuvent être aussi des réactions comportementales. Et la procrastination, même que je cite, est une réaction, c'est-à-dire que même si c'est une réaction de fuite, même si c'est une réaction de repousser toujours plus tard ce qui devrait être fait, malgré tout, c'est une réaction et on peut observer, on peut dire, tiens, quelqu'un procrastine parce qu'on observe qu'il ne fait pas ce qu'il devrait pouvoir faire dans les temps. Ça, ce qu'on appelle des réactions. Et on va s'intéresser dans ce webinaire à toute la chaîne qui part d'un événement déclencheur jusqu'à ces réactions. Alors l'événement déclencheur, d'abord, pour en dire un mot dessus, l'événement peut être de deux natures aussi, intérieure ou extérieure. Donc, un événement extérieur, pour faire le plus simple, ça va être un événement de la vie courante, quelque chose qui arrive, voilà, quelqu'un qui, je sais pas, qui vient dans votre bureau quand vous travaillez et puis qui vous pose une question. Peut-être quelqu'un qui va également vous solliciter, peut-être quelqu'un qui va vous doubler dans une file d'attente, quelqu'un qui va vous klaxonner dans la rue, enfin voilà, n'importe quel événement extérieur. Et on peut aussi imaginer des événements intérieurs, donc par exemple un souvenir qui ressurgit, un cauchemar, une pensée intrusive, un peu de rumination, voilà, ce sont des choses qui peuvent se passer à l'intérieur, qui aussi
peuvent susciter cette chaîne qui passe évidemment par des pensées et des émotions. Alors, pensée et émotion, on imagine que donc, par ce que nous pensons et ce que nous ressentons, du coup, ce sont eux qui conditionnent nos réactions. Et ces pensées et émotions sont très liées. On peut évidemment imaginer que en pensant à quelque chose de désagréable, ça va procurer des émotions désagréables. Si j'imagine, je sais pas moi, peut-être me faire virer de mon emploi, et ben, je peux avoir une émotion de peur, d'anxiété, voilà. Donc ça, c'est une chaîne qui est assez naturellement imaginable. Mais vous pouvez aussi avoir un fonctionnement inverse. Typiquement, les émotions sont réellement vous voyez, on a une belle citation de Nietzsche. Donc, sous chaque pensée gît un affect, c'est-à-dire que les pensées émergent aussi par nos émotions. Quelqu'un qui est dépourvu d'émotions est incapable de prendre une décision, par exemple. Et on a des cas documentés médicaux dans l'histoire de gens par des accidents. On pense par exemple à Phineas Gage, si vous connaissez cette histoire-là, qui est je crois que c'était au 19e siècle. Il a eu une barre en métal qui lui a traversé la tête de part en part et qui a détruit une bonne partie de son lobe frontal gauche de mémoire. Ce qui fait que ça l'a pas mal chamboulé au niveau émotionnel. Et en fait, on a observé un changement de personnalité suite à cet accident. Il a survécu et au niveau comportemental, c'était à peu près euh, inchangé, il avait ses facultés, mais au niveau émotionnel et du coup, au niveau de son comportement social, au niveau de ses relations au travail et ses relations aux autres, à ses amis, etc., ça a été profondément modifié. Donc, on voit aussi que l'émotion est un facteur important dans la construction des pensées. Alors, on va se concentrer donc dans ce webinaire à justement ce qui, à partir d'un événement, cause ses pensées et ses émotions. On est vraiment sur la genèse et sur les premiers facteurs qui expliquent la survenance des pensées et des émotions. On va en voir trois aujourd'hui. Donc, l'impact de la culture, de la confiance en soi et ce qu'on appelle le style d'attachement. Ce sont les trois concepts qu'on va développer aujourd'hui. Et en fait, dans toute la série de webinaires et dans tous les prochains webinaires, on va en rajouter et on va voir que progressivement, on va vraiment s'intéresser à cette part-là. C'est ça vraiment, quand je dis le pourquoi assez obsédant, c'est pourquoi on pense ça, pourquoi on ressent ça, et in fine, pourquoi on réagit comme ça. Et donc, ce pourquoi, on va identifier tout au long de ces webinaires pas mal de concepts qui viennent moduler tout ça. Et on commence par ces trois-là. Alors, la culture, en premier lieu, Aristote disait à son époque, l'homme est un animal social. Donc, social, ici, c'est pris vraiment au sens politique. Hein. Le politique en Grèce, c'est vraiment la notion de cité, donc de communauté, de rassemblement de citoyens. Mais ça a aussi un sens dans son sens propre d'animal social, c'est-à-dire que l'homme vit en société. Il a besoin de liens sociaux, il a besoin de liens avec les autres, il a besoin de cette communauté autour de lui. Ça fait partie de ses composantes. Et ceux qui en dérogent, peut-être, ont aussi des choses à réfléchir sur le pourquoi. Ils sont mieux tout seuls. L'animal, par défaut, l'homme, par défaut, est un animal social. Et donc il exige de vivre en communauté. Et cette communauté apporte des contraintes, apporte des règles pour qu'elles fonctionnent, simplement voilà, pour vivre ensemble dans cette communauté. Et par ces règles, évidemment, on se soumet au jugement de l'autre. Plus ou moins, certaines personnes y sont plus sensibles que d'autres, plus susceptibles que d'autres, on pourrait dire, mais malgré tout, cette sensibilité au jugement de l'autre n'est pas neutre, parce que du coup, donc ces règles de communauté imposent dicte certains comportements. Et donc, on voit qu'on ne peut plus seulement être libre d'être comme on est, de dire ce qu'on veut, de réagir comme on veut. On se comporte aussi en fonction de la communauté et pour rester au sein de la communauté et être accepté au sein de la communauté. Et donc, on voit cette dualité qui apparaît entre une identité qu'on souhaite évidemment vivre et pouvoir exprimer le plus librement possible, mais tout en combinant, en conjuguant avec les contraintes du groupe et pour pouvoir rester comme ça lié avec sa communauté. Alors, tout ceci a tendance à un petit peu s'ébranler depuis quelques décennies et je pense que les millénaires précédents, tout le monde
naissait, vivait, mourait dans sa communauté, et elle était toute petite, cette communauté, et on a choisi ses pas. Depuis quelques décennies, on a la liberté de pouvoir sortir d'une communauté, de voyager, de s'implanter ailleurs, de faire sa vie ailleurs, et de choisir le groupe d'individus avec lequel on vit. Donc ça, c'est assez nouveau. Donc ça, peut-être ça diminue un petit peu cette pression de culture, mais malgré tout, elle est existante. Deuxième concept, la confiance en soi. Alors, confiance en soi, c'est évidemment la confiance dans sa capacité à répondre à une situation. Et donc, on est bien fonction de la situation. Chaque situation apporte un lot de contraintes, un challenge, on va dire. Et si dans cette situation-là, je me sens les ressources suffisantes pour répondre à la demande, tout va bien. Si par contre, les contraintes apportées par la situation débordent mes ressources, ou en tout cas telles que je les imagine, et ça c'est la confiance en soi, si ces contraintes débordent mes ressources, à ce moment-là, je vais ressentir du stress, ça va générer du stress. Et donc la première raison finalement de survenance du stress, mais on y reviendra dans le prochain webinaire consacré au stress, mais la première raison de survenance du stress, c'est de croire qu'on n'y arrivera pas. Donc c'est bien dépendant de chaque situation, c'est quelque chose qui est très important. Et on va juste détailler un petit peu la différence entre confiance en soi et estime de soi, qui sont deux concepts qui sont malheureusement souvent confondus et pourtant très très différents. La confiance en soi, comme on vient de le voir, c'est le sentiment d'avoir la capacité de réussir dans une situation donnée pour une tâche bien précise. Si on me demande de payer mes impôts, je me sens assez à l'aise de correctement payer mes impôts. Si on me demande de changer un pneu de vélo, je ne suis pas tant à l'aise que ça. Et évidemment, pour une autre personne, ce sera l'inverse. Donc la confiance en soi dépend réellement de la situation et du challenge, donc des contraintes que nous devons dépasser. Le lien est naturel avec donc les aptitudes et les compétences qu'on a en soi, mais aussi qu'on peut développer. Donc, si je change 10 fois un pneu de vélo, je pense que la 10e fois, j'aurais acquis cette confiance en me disant, bon, mes ressources ont augmenté, donc je pense que la prochaine fois, je serai à même de ne pas stresser si jamais j'ai crevé. Donc ça, c'est le lien avec les aptitudes. Et du coup, on peut travailler cette confiance en soi, évidemment, de deux manières, soit en développant ses aptitudes, ses compétences, mais aussi on peut travailler la confiance en soi en identifiant les aptitudes existantes et en misant dessus. Donc, vous avez des questionnaires, par exemple, le questionnaire des forces de caractère, ça s'appelle, de Seligman, donc un des pionniers de la psychologie positive, qui a tout un questionnaire qui est gratuit sur Internet, qui vous permet d'identifier vos forces de caractère. Et le message derrière, c'est que si vous investissez sur vos forces et que vous, typiquement chaque jour, vous remémorez vos forces et vous créez quelques tâches en lien avec vos forces, c'est-à-dire qui vont exploiter vos capacités, vous avez plus de chances de réussir. Et donc, par effet miroir, vous allez ressentir une plus grande confiance en vous. Vous pouvez aussi regarder le test, alors celui-ci, je crois qu'il est payant, qui s'appelle le Clifton Strength de Gallup, qui se trouve sur Internet, mais il me semble qu'il liste plus de 30 forces, mais seulement les 5 premières, je crois, sont dans le résultat gratuit. Enfin, il y a un petit, il y a encore ça à changer. Donc à vérifier aujourd'hui, mais vous pouvez passer ce test et là, vous aurez donc une liste également de compétences, plutôt dans une sphère professionnelle cette fois-ci. Et ces compétences-là, sur lesquelles tout le message, c'est de dire si vous investissez dessus, vous allez non seulement être plus épanoui, vous allez être plus heureux parce que vous avez plus de chances de réussir, et du coup, vous allez être plus efficace, vous allez être plus performant. Enfin voilà. Donc tout est positif en investissant sur ses forces. Donc, on va distinguer la confiance en soi de l'estime de soi. L'estime de soi n'a rien à voir. C'est une évaluation subjective de sa propre valeur. Donc, évidemment, on la construit aussi par lecture des retours que peuvent nous faire d'autres personnes. Ce n'est pas purement, uniquement subjectif, mais malgré tout, on parle de sa propre valeur. Donc, et là, on est dans un concept beaucoup plus structurant, beaucoup plus profond, beaucoup plus inconscient, dont la genèse est ancrée dans l'enfance, et on reviendra dessus à la fin de cette saison de webinaire, puisqu'on est vraiment dans des choses beaucoup plus inconscientes, donc on les abordera un petit peu plus tard. Et un défaut d'estime de soi, typiquement, va pouvoir occasionner un syndrome de l'imposteur, si vous avez déjà entendu cette expression. Je vais prendre un exemple. Je réalise ce webinaire actuellement devant vous. J'ai un défaut d'estime de moi. Je vais me dire, ça va être nul.
Voilà. Et même si j'ai de la confiance en moi, parce que j'ai déjà fait pas plus de 100 webinaires dans ma carrière, donc j'ai confiance en moi dans ma capacité à préparer et à réaliser un webinaire. Malgré tout, par ce défaut d'estime de moi, je vais pouvoir dire, mais non, mais je suis sûr, c'est raté. Et même si j'ai des retours de mon entourage, d'autres personnes qui ont pu voir la vidéo, qui vont me dire, non, mais c'est super, j'ai appris plein de choses, merci beaucoup. Moi, je vais dire, ouais, mais non, mais c'est pas bien. Et puis, bon, merci, mais je suis sûr, tu es sympa avec moi. Et je suis sûr que voilà, tu ne le penses pas, ou voilà, c'est juste parce que tu as envie d'être sympa. Et ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. On se sent imposteur, donc ne pas mériter une réussite. Et, euh, et ça vient justement de cette construction sous-jacente d'estime de soi qui est déficiente. Alors, elle se travaille beaucoup plus difficilement, naturellement, parce que puisque c'est un concept beaucoup plus ancré et inconscient, on y accède beaucoup plus difficilement. C'est quelque chose qui est bâti dans l'enfance, donc c'est beaucoup plus difficile à travailler, et on reviendra encore une fois dessus à la fin de cette première saison de webinaire. Troisième concept très intéressant dans cette construction de nos pensées et de nos réactions émotionnelles, le style d'attachement. Alors, le style d'attachement, ça décrit la manière dont on s'attache aux personnes et dont on vit cet attachement. C'est quelque chose là aussi qui se construit dans l'enfance et qu'on continue de vivre tout au long de notre vie à l'âge adulte. Donc, ça va décrire vraiment les schémas relationnels, c'est-à-dire la manière dont on se comporte, dont on interagit, et ça va conditionner la manière dont on ressent un problème relationnel. On voit deux axes dans ce style d'attachement. Donc, tout ça, sont des théories qui voilà, qui sont pas de moi, évidemment, qui sont définies par des psychologues depuis plusieurs décennies. Les deux axes sont l'évitement et l'anxiété. L'évitement, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est le fait d'éviter une situation qui pourrait nous mettre en défaut ou nous faire souffrir ou nous mettre à mal, quoi, ou ressentir quelque chose de négatif. Donc, on va chercher à l'éviter. Voilà. Et le deuxième axe, c'est l'anxiété. L'anxiété, c'est plutôt de subir la situation, de subir l'émotion négative et donc de s'inquiéter. On va prendre, puisqu'on est dans l'attachement, on va prendre un exemple très simple. Si jamais je suis dans une relation qui va pas bien, une situation voilà, un peu conflictuelle ou, euh, où je risque de me faire quitter, bah, si j'évite, bah, je vais plutôt me soustraire, je vais me retirer de la situation et je vais fuir d'une manière ou d'une autre. L'anxieux, par contre, va s'agripper, va dire oh non, s'il te plaît, me quitte pas. D'accord. Et donc, dans ces deux axes, on distingue quatre cadrans. Le premier, en bas à gauche, le sécure, c'est un mauvais anglais, mais voilà, quelqu'un qui est sécurisé dans son style d'attachement, c'est-à-dire que ça va bien, il n'est pas très élevé ni en évitement ni en anxiété. Globalement, ça va bien. S'il y a un problème dans le couple, ben, on en parle, voilà, il y a quelque chose qui est assez serein, quelqu'un qui est rassuré de nature. Et ça, historiquement, on évalue à peu près à 50% de la population sécure. Et c'est un pourcentage qui est en baisse. Si on voit les dernières études là, sur ces dernières décennies, ce chiffre diminue au profit des trois autres styles d'attachement qui sont insécures, en opposition à celui-ci qui est sécure. Alors, le premier insécure, c'est l'évitant. L'évitant, comme on disait tout à l'heure, il va fuir. Donc, bah, ça peut être, par exemple, si je suis dans une situation délicate et inconfortable et qui me met à mal ou qui me fait peur, peut-être d'un point de vue d'attachement, bah, je peux, par exemple, bah, fuir. Soit c'est typiquement rester tout seul. Donc, je préfère vivre seul que de me mettre dans une relation, m'attacher et risquer de souffrir. Ça peut être simplement en fuyant avec des amis, ça peut être en fuyant je sais pas, dans les addictions ou dans les jeux vidéo, enfin tout type de distraction d'une situation inconfortable. Ça peut être de fuir la conversation, de dire écoute, non, voilà, de rien dire, de muer, de ne pas rentrer dans la conversation, de ne pas s'exprimer. Tout ça sont des comportements de fuite. Donc cette proportion d'évitants, c'est à peu près un quart, un cinquième de la population, et qui tend à augmenter. Le troisième style d'attachement, c'est l'anxieux. Aussi, on le présentait un petit peu avant. L'anxieux est quelqu'un qui souffre d'une situation et sa souffrance va l'amener à s'attacher. Donc, il va subir sa souffrance, il va réclamer l'autre personne, il va pleurer, il va vouloir que la personne reste, il va s'agripper. On voit un peu cette image de quelqu'un qui est agrippé à la cheville de l'autre, voilà, comme un boulet. Et voilà, c'est ce type de réaction quand on dit anxieux. L'anxieux a peur, il vit de l'anxiété, hein, réellement, littéralement. Donc, il a peur
de la rupture, il l'appréhende. Et il l'appréhende mal. Et l'anxieux va typiquement être jaloux, il va pouvoir exprimer de la jalousie. Voilà. L'évitant, lui, sa jalousie, il ne la vit pas. Il va trouver une tangente pour ne pas la ressentir. L'anxieux la ressent et il en souffre. L'anxiété, un peu moins historiquement que l'évitant, a tendance à être stable. Et peut-être un commentaire entre les deux, qui est pour le coup de moi, mais peut-être que l'évitant euh, augmente en proportion par le fait qu'aujourd'hui, on a des moyens d'évitement qui sont de plus en plus variés et presque socialement acceptés. Donc, l'évitement, ça peut être par les écrans, donc les abonnements illimités à Netflix, ça peut être par la pornographie, hyper accessible, ça peut éventuellement être par des applis de rencontre. Donc quelqu'un voilà, qui sent que la relation tourne au vinaigre, bah, il préfère partir le premier et il s'inscrit directement sur une application de rencontre voilà, pour éviter d'y penser. Et voilà, il est parti le premier, et comme ça lui évite de se confronter à la douleur. Donc, toutes ces solutions, peut-être, rendent bah, les gens plus possiblement évitants et fournissent en tout cas des outils pour éviter. Et le dernier type, qui est un petit peu plus compliqué, qui s'appelle désorganisé, donc, où là, c'est pas tellement qu'on a les deux tout le temps ensemble, mais plutôt, le désorganisé aura toujours un type par défaut, donc il sera plutôt évitant ou plutôt anxieux de nature, mais il pourra quand même passer de l'un à l'autre assez rapidement. C'est-à-dire qu'il est capable d'être évitant, de dire bah, tu sais quoi, oui, tu as raison, si ça te plaît pas, tant pis, voilà. Et puis de revenir, alors des fois c'est 5 minutes plus tard, des fois c'est quelques jours plus tard, mais de revenir en disant non mais attends, c'est trop bête et tout, on rend compte tout ce qu'on avait, tout, on s'aime et tout, on s'accroche, on va y arriver, etc. Et puis juste après dire plein d'insultes et puis envoyer valser la vaisselle et partir, vous voyez. Et cette alternance en fait caractérise le style désorganisé. Mais ce style, donc, il est minoritaire, mais il est en forte augmentation ces dernières années. Donc, voilà pour ce second webinaire qu'on récapitule. Donc, on a vu les réactions, intériorisées, extériorisées, donc internalisées, externalisées, les deux types de réactions, toute la chaîne partant d'une situation qui déclenche des pensées et émotions qui sont intriquement liées, qui elles-mêmes occasionnent les réactions. Et on a vu donc les trois concepts aujourd'hui dans l'explication, dans les premières explications de nos pensées et émotions: la culture, la confiance en soi et l'attachement sécure ou insécure. Voilà. Donc, maintenant, pour introduire peut-être le troisième épisode, et toujours dans cette quête de compréhension du pourquoi on réagit comme on réagit, en fait, la question là qui se pose, c'est que en fait, tout ce qu'on a vu, donc à la fois dans la génération du stress, la génération des émotions, on n'est pas égaux dans ce qu'on ressent, mais on n'est pas non plus égaux dans la manière dont on les gère. Dont on gère le stress, dont on gère nos émotions. Et là aussi, bah voilà, il y a plein d'informations super intéressantes là-dessus. On le voit dans le prochain épisode, mardi prochain, donc dédié au stress, à la gestion du stress, qu'on appelle le coping, gestion en anglais, et pareil pour les émotions et la gestion des émotions. Voilà. Donc, pour terminer, cette vidéo est publiée sur notre chaîne YouTube La Méthode TIA. Vous pourrez la revisionner. Évidemment, je vous encourage à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes, un par semaine, qui vont être déroulés sur les prochaines semaines. Et puis, je vous encourage à rejoindre le groupe Facebook qui s'appelle La Méthode TIA, aussi, Conscience de soi pour une vie plus harmonieuse. Ce groupe Facebook est à la fois le lieu où on annonce les prochains événements, les webinaires comme des événements physiques qu'on peut faire. Et puis, c'est également un endroit de partage si vous souhaitez poser vos questions, si vous souhaitez partager votre expérience et échanger avec la communauté autour de la méthode TIA. Et sur ce, je vais prendre quelques questions qui ont été posées dans le chat au fil de la présentation et puis y répondre tout de suite. Alors, si je reprends le chat, donc on a une question. Alors, effectivement, sur les trois concepts, vous vous souvenez, il y avait la flèche entre l'événement déclencheur et les pensées et émotions. Effectivement, j'avais mis trois petites flèches au-dessus sur les trois concepts. Alors, il n'y a pas tellement d'ordre, hein, voilà, pour répondre à la question, il n'y a pas tellement d'ordre dans ces trois concepts. C'est pas que la culture vient en premier, puis la confiance en soi, puis le style d'attachement.
C'est vraiment juste une illustration pour dire que les trois interviennent dedans. Il n'y a pas d'ordre. On le verra, alors pour le coup, beaucoup plus tard, je l'imagine dans une troisième saison, mais je vais développer beaucoup plus tard des concepts justement qui expliquent un petit peu plus tout ce dont on parle, et en particulier sur comment certains concepts, la culture, etc., modulent la réaction. Et en fait, on parle par exemple de modérateur. Donc, en fonction de comment intervient le concept dans la relation entre l'événement stressant et la réaction, on a différents types de modulation. Donc ça sera développé beaucoup plus tard. Pour l'instant, la flèche, elle est juste illustrative. Il n'y a pas de sens caché derrière, ni d'ordre particulier. Et je pense que ce serait très difficile d'établir un ordre de traitement dans les, dans notre fonctionnement, c'est-à-dire au niveau vraiment cérébral, émotionnel, tout se joue tellement intriqué les uns dans les autres, avec plein de zones du cerveau qui interagissent, plus l'amygdale, bon, enfin voilà. Donc tout ça c'est hautement complexe, et donc je pense pas qu'on puisse facilement comme ça mettre on va dire un schéma vraiment sérialisé, donc vraiment ordonné. Je vois une deuxième question, bah, justement sur le fonctionnement du cerveau. Alors oui, je mentionnais que Phileas Gage a eu une barre en métal qui a traversé son lobe frontal gauche, qui a donc affecté beaucoup, je pense, ses zones émotionnelles. Alors, je ne suis pas du tout biologiste, et je ne parlerai pas de cerveau et de tous les concepts qui sont biologiques, qui sont sous-jacents à la personnalité, même si c'est passionnant, et plein de littérature dessus, mais ça n'a pas été mon focus. Donc, je n'en parlerai pas et j'irai pas sur ce terrain-là. Ce que j'ai pu lire de plus intéressant, et je vous encourage à vous renseigner aussi, c'est typiquement sur la genèse de la réaction, c'est sur ce qu'on appelle les circuits courts et les circuits longs du cerveau. Donc, comment on réagit, c'est-à-dire comment une information est analysée et comment le cerveau a une première réaction circuit court et une deuxième réaction qui implique beaucoup plus le raisonnement dans un circuit long. Je ne développe pas plus, je vous encourage à vous renseigner dessus, ce sont des choses qui sont très intéressantes, et qui expliquent un petit peu mieux nos fonctionnements. Voilà, je regarde si j'ai une autre question peut-être dans le chat ou non. Non. Donc, il me reste à conclure. Donc, merci beaucoup pour votre attention aujourd'hui. Si vous avez des remarques, vous pouvez me contacter aussi par mail. Je vous donne mon adresse ici. Et puis n'hésitez pas aussi à rejoindre la communauté Facebook, j'en parlais, pour partager plus largement avec toute la communauté. Merci à tous pour votre curiosité, pour votre intérêt, pour votre écoute. Et puis, à mardi prochain pour le 3e webinaire. Merci, au revoir.